Bonjour à vous voyageurs. Vous est-il déjà arrivé d'entendre des bruits étranges comme des cris, des plaintes dans des grottes, des puits ou même le grondement des volcans? Et vous êtes-vous demandé si c'était de simples bruits naturels ou bien l'expression d'une force plus ancienne, une entité qui vit sous nos pieds peut-être? Je me suis posé ces questions, car depuis toujours, les hommes racontent que la Terre gémit. Parfois, ces récits prennent la forme de légendes infernales, d'autres fois de témoignages réellement effrayants. Vous allez voir que ces histoires n'appartiennent pas qu'au passé et que parfois, comme bien souvent dans nos épisodes, la réalité vient dépasser nos peurs les plus ancrées. Mais avant toute chose, soyez les bienvenus sur ma chaîne La Carte du Surnaturel. Je m'appelle Marie-Élise, j'étudie les lieux étranges et j'enquête sur les mystères de notre planète. Alors, si ces sujets vous intriguent, n'hésitez pas à vous abonner et sachez que devenir membre vous donne accès à des contenus cachés. Allez, c'est parti! Nous voici devant un lac sombre, perdu dans les forêts au nord de la Finlande. C'est un lac circulaire, né d'un choc ancien, celui d'une météorite tombée il y a des millions d'années. Au milieu de l'eau, une petite embarcation vacille doucement. Mikko est chercheur et il est venu avec ses instruments vérifier une histoire dont il entend parler depuis trop longtemps. Dans sa main, l'aiguille de son magnétomètre s'agite. Il réalise que les chiffres qui s'affichent sur le cadran sont formels. Ici, au centre du lac, il y a bien une anomalie magnétique. Mikko n'en croit pas ses yeux, ce n'était donc pas une légende, il y a quelque chose dans cette eau. Plongé dans ses pensées, il ne la voit pas arriver. Mais en relevant la tête pour repartir sur la berge, soudain, elle est là. Une orbe lumineuse, silencieuse, flottant au-dessus des flots juste à côté de lui. Elle dérive, accélère, disparaît, puis réapparaît plus loin. Il se rappelle ce dont sa grand-mère lui parlait. Cette boule de lumière, on l'appelle Paselka Devils. Mikko rallume le moteur électrique et file silencieusement pour s'échapper à la hâte dans la nuit. Car sa grand-mère disait que les Paselka Devils sont des créatures démoniaques. Et malgré son esprit rationnel, seul dans la nuit éclairée par le clair de lune, Mikko tremble, peut-être de froid, ou peut-être est-ce une sorte de peur ancestrale. En Carélie du Sud, au cœur des forêts finlandaises, les habitants racontent depuis des siècles que ces feux appartiennent au paysage, inquiétants et familiers à la fois. Encore aujourd'hui, certains affirment les avoir vus et parfois photographiés. Cette histoire est bien réelle. L'écrivain finlandais Sulo Strömberg a recueilli dans un livre de nombreux témoignages sur ces boules de lumière et le phénomène du lac Paselka est connu. Il nous rappelle que parfois, la Terre panse ses blessures anciennes par des résurgences de lumière. Car ce lac n'est pas un lac ordinaire, il est né d'un impact météoritique il y a environ 2 milliards d'années. Mais dans d'autres cas, la voix de la Terre s'exprime d'une manière bien différente. Dans cet épisode, nous allons parler des cris de la Terre. Oui, la Terre s'exprime. Parfois non par la lumière, mais par des grondements, des plaintes, des hurlements. De nombreux récits médiévaux et folkloriques parlent de gémissements ou grondements dans les cavernes, interprétés comme des voix infernales. Et quand la terre crie, l'homme répond par un récit. Au XIIe siècle, le moine Henri de Saltray rédige le traité du purgatoire de Saint Patrick. On y raconte l'histoire d'un chevalier irlandais, Owen, rongé par le poids de ses péchés. Désespéré, il vient trouver l'évêque pour obtenir le pardon. L'évêque lui montre alors une caverne sur les rives du Lough Derg en Irlande. On dit que cette ouverture mène directement au purgatoire et que Saint Patrick lui-même l'a révélée aux hommes. Owen franchit la porte sombre et à peine entré, il est assailli par des visions terrifiantes, des flammes infernales, des monstres hurlants, des âmes gémissantes dans l'obscurité. Henri de Saltray écrit « Et il entendit les cris des malheureux, des gémissements sans fin, comme si la terre elle-même se lamentait. » Après de terribles épreuves, Owen finit par traverser la caverne. Au bout, il voit une clarté indicible, une lumière venue du paradis. Il décrivit, à la fin de sa vision, une structure si magnifique qu'aucun mot ne pouvait la décrire. De retour parmi les vivants, il témoigne que l'enfer et le purgatoire ne sont pas seulement des croyances, ils sont tangibles et sont là sous nos pieds.
La localisation de cette caverne reste incertaine. Lors de mes recherches, j'ai dû fouiller pour bien comprendre de quoi on parle exactement. La tradition situe le purgatoire de Saint-Patrick sur Station Island, au Loutberg, c'est-à-dire le lac de Gerg, dans le Donegal, en Irlande. Mais certains textes anciens parlent de Saint Island, d'où la confusion. En pratique, l'entrée physique de la caverne a disparu, probablement dès la fin du Moyen-Âge. Ce qui reste aujourd'hui, c'est surtout le lieu de pèlerinage, c'est Station Island, et non une grotte visitable. Certains récits médiévaux disent que des pèlerins voyaient dans la caverne des êtres monstrueux qui les attaquaient, ce qui semble renforcer l'idée que l'on aurait à un moment ou à un autre bien trouvé l'entrée de cette caverne. Ces monstres, mi-bêtes, mi-démons, renforçaient l'idée que les cris entendus provenaient de damnés réels. On peut donc affirmer qu'il y a bien eu une caverne ou une grotte. Parce que les récits médiévaux sont vraiment très précis, ils parlent de descente, d'obscurité, d'épreuves et parfois de 24 heures enfermés sur place. Et dès le XIIe siècle, des pèlerins venaient d'Angleterre, de France, d'Italie et d'ailleurs pour descendre dans cette caverne. Je vous interromps vraiment pas longtemps. Si vous êtes toujours là, c'est certainement que le sujet vous plaît. Et si au moment où vous regardez la vidéo, il y a moins de 500 vues, sachez que vous pouvez vraiment faire la différence pour nous. Parce que c'est sur ces 500 premières vues que YouTube estime s'il doit montrer notre vidéo à une audience plus large. Donc n'hésitez pas à nous aider, à nous soutenir, à mettre un like, un commentaire, voire à booster la vidéo. Alors c'est une option qui n'apparaît que sur téléphone portable lorsque vous mettez un pouce dessus. Voilà, vraiment ça nous aidera parce que vous vous en doutez, faire des sujets sur le surnaturel, l'étrange, l'insolite, c'est pas toujours facile à faire connaître. Donc merci à vous si vous avez envie de nous soutenir et je vous laisse revenir au sujet. Mais son aspect réel reste flou. Les textes ne décrivent jamais clairement l'aménagement, comme si le mystère devait rester entier. Certains historiens pensent que l'entrée était peut-être une petite cellule creusée par les moines, un peu comme une crypte, utilisée pour provoquer une expérience spirituelle plutôt qu'une vraie caverne assez profonde. Et puis, il y a cette information. L'Église tenta à plusieurs reprises de supprimer le culte. La caverne fut officiellement détruite sous les papes Alexandre V et Alexandre VI, mais les moines trouvèrent 1000 ruses pour maintenir le pèlerinage vivant. J'ai cherché aussi du côté des ordres pontificaux et j'ai bien retrouvé le fait que la fermeture du purgatoire de Saint-Patrick a été ordonnée par les papes Alexandre V et Alexandre VI, mais j'ai pas eu plus de détails. Ce qui fait qu'on ne sait pas exactement où était cette entrée mystérieuse, mais ce qui est certain, c'est qu'après cette fermeture, les moines déplacèrent le pèlerinage, on ne descendit plus dans les entrailles de la terre, mais le rituel se poursuivit, comme si la caverne invisible continuait d'exister. Cependant, Lousderg possédait déjà sa propre mythologie bien avant ce traité. On y parlait d'un serpent géant et d'un héros imprudent, un récit païen qui s'est mêlé à la tradition chrétienne. Les caves d'Irlande avaient une longue tradition de pèlerinage, mais le texte d'Henri de Saltray, diffusé dans toute l'Europe, a transformé ce lieu en centre spirituel majeur. Encore aujourd'hui, les pèlerins continuent de venir à Lousderg marcher dans les pas du chevalier Owen. Mais ceci dit, partout en Europe, les grottes et cavernes étaient redoutées comme des lieux d'échos infernaux. Plus généralement, dans les traditions européennes, tout grondement souterrain était interprété comme une communication de l'enfer. En France aussi, il existe un lieu que l'on surnomme le puits d'enfer. C'est une faille béante creusée dans les falaises de Vendée. Cette faille fait environ 30 mètres de long dans la falaise où la mer s'engouffre avec fracas à marée haute avec un grondement sourd. Et lorsque la tempête se lève, les habitants affirment entendre des cris s'échapper de ses entrailles. Selon une légende, ce puits aurait été ouvert par un jeune homme piégé par un pacte avec le diable. C'était un jeune qui, amoureux, avait promis à une jeune fille de l'épouser à son retour de la pêche. Mais il ne respecta pas son engagement. Retournant à la mer, la tempête jeta son embarcation contre un rocher qui se fissura et se cassa en deux pour avoir trahi sa promesse de mariage. Une autre légende raconte que lors des tempêtes, on peut entendre monter de ses entrailles les cris des marins noyés, les voix des damnés que la mer n'a jamais rendus. Et on dit aussi que tout objet tombé dans le puits d'enfer disparaît à jamais, avalé par la roche. Pourtant, parfois ce gouffre rend ce qu'il a pris.
En 1949, des enfants découvrent un corps flottant dans les eaux noires. L'enquête révéla que c'était Robert Tellier, un riche Parisien assassiné par sa propre domestique, André Faré, qui espérait s'emparer de sa fortune. L'affaire fit grand bruit et inspira, dit-on, l'un des plus grands maîtres du suspense, je parle d'Alfred Hitchcock, pour son film Vertigo. Ainsi, le Puy d'Enfer n'est pas seulement un lieu de légende maritime, il est aussi devenu le théâtre macabre de véritables faits divers, un gouffre où se mêlent mythe et réalité. Et si le Puy d'Enfer est une œuvre de la nature, d'innombrables puits véritables jalonnent l'Europe. Ces ouvertures creusées dans la roche n'étaient pas seulement des réserves d'eau. Elles étaient perçues comme de véritables portails vers l'invisible. On y jetait des offrandes, on murmurait des prières et parfois même des malédictions. Et certains disaient qu'en se penchant au-dessus de l'eau, on pouvait entendre autre chose qu'un simple écho, des réponses, des voix, des gémissements venus d'ailleurs. En plus de servir pour la guérison, les souhaits, la divination ou même les malédictions, ces puits étaient souvent considérés comme habités par un esprit ou par un gardien invisible. Certains bruits entendus dans les profondeurs n'étaient donc pas interprétés comme de simples résonances naturelles, mais comme la manifestation de ces créatures. Le vent dans la roche, l'écho d'une goutte d'eau, un grondement souterrain, tout pouvait devenir la voix de l'être qui vivait dans le puits, qu'il soit bienveillant ou menaçant. Mais vous allez voir, c'est rien à côté de ce que les hommes ont entendu en creusant ailleurs sur la planète. Je vais y revenir. Les plus sceptiques évoquent des phénomènes acoustiques naturels, circulation d'air, résonance souterraine, tandis que la tradition, elle, se tourne parfois vers les cryptides. En Europe centrale, notamment en Slovénie, plusieurs légendes parlent de dragons endormis dans les grottes. Le ronflement et grognement seraient les grondements souterrains qu'on entend. Mais il y a encore une autre explication, alors continuons notre exploration. Car si on entend la terre crier, est-ce vraiment seulement une illusion ? Depuis longtemps, l'humanité interprète ces bruits, ces grondements, comme les plaintes d'une entité. Et c'est peut-être parce qu'elle a toujours perçu la planète comme un être vivant. Chez les Grecs, par exemple, la Terre n'était pas une masse inerte. Elle était Gaïa, la mère primordiale, surgie du chaos, qui donne naissance aux dieux et aux hommes. Ses tremblements étaient ses colères, ses éruptions sa respiration, et chaque secousse était interprétée comme une manifestation de sa volonté. À l'autre bout du monde, dans les Andes, les peuples Quechua et Aymara vénéraient et vénèrent encore Pachamama, la terre-mère. On lui fait des offrandes de feuilles de coca, de maïs, d'alcool pour apaiser son pouvoir. Car Pachamama protège et nourrit, mais elle peut aussi se fâcher. Ses secousses et ses grondements rappellent que l'homme vit sur une puissance qu'il doit respecter et pas seulement cultiver. En Afrique, de nombreux peuples bantous et dogons considèrent la terre comme une matrice vivante. Chez les dogons du Mali, la terre est parfois représentée comme une grande femme couchée, féconde mais redoutable, dont les craquements et les tremblements marquent les moments de déséquilibre du monde. En Océanie, dans certaines traditions polynésiennes, la terre est liée aux Atua, les dieux ancêtres, et aux volcans qui sont vus comme leur corps vivant. À Hawaï, la déesse Pélé, maîtresse du feu et des volcans, est toujours invoquée aujourd'hui. Ces coulées de lave ne sont pas des accidents géologiques, mais des manifestations de sa présence. Partout sur la planète, les peuples ont perçu la Terre comme un être vivant dont les colères et les tremblements étaient autant de signes. Et parmi toutes ces manifestations, il est évident qu'une revient sans cesse dans toutes les cultures et à travers toutes les époques, les volcans. Ces montagnes de feu sont devenues les blessures béantes où la terre crie le plus fort et où les hommes ont vu la trace du divin, du monstrueux et du surnaturel. Car oui, depuis l'Antiquité, les volcans sont perçus comme les plaies ouvertes de la planète et vous allez voir qu'ils recèlent de légendes liées aux entrailles de notre terre. En Sicile, l'Etna était perçu comme la prison de Typhon, le monstre foudroyé par Zeus, condamné à hurler sous la montagne. Selon Hésiode, Typhon était né de la terre et du Tartare pour défier les dieux de l'Olympe. Haut comme le ciel, son corps était couvert de serpents sifflants, ses yeux lançaient des flammes et sa voix résonnait en 1000 bruits, rugissements, cris d'animaux
et gémissements humains. Zeus, armé de la foudre, finit par le vaincre lors d'un combat titanesque. Il l'écrasa sous l'Etna, faisant de la montagne sa prison éternelle. Et chaque fois que le volcan grondait, que la lave jaillissait, les Siciliens y voyaient les hurlements de Typhon et les flammes de sa colère. Pindare, poète du 5e siècle avant notre ère, l'évoque ainsi. Sous les racines de l'Etna, Typhon, le monstre à 100 têtes, gîte écrasé et la montagne crache des torrents de feu brûlant. Dans cette vision, l'Etna est une blessure ouverte, une plaie où le divin et le monstrueux continuent de lutter. Mais la montagne n'est pas seulement associée aux monstres et aux dieux. Dans les villages siciliens, on raconte aussi des histoires plus légères, presque féeriques. Autour de l'Etna, le folklore parle de créatures mystérieuses, des fées qui apparaissent sur les pentes volcaniques. Lors des nuits de pleine lune, certains disent les avoir vues danser au milieu des coulées de lave refroidies sous les châtaigniers qui bordent les flancs de la montagne. Ces fées ne sont pas maléfiques. Au contraire, elles sont parfois perçues comme des présences bienveillantes, capables de porter chance à celui qui les surprend dans leur danse. Mais comme toujours en Sicile, la frontière entre bénédiction et malédiction est fragile. Ignorer leur présence ou se montrer irrespectueux pouvait attirer leur colère. Ces récits populaires s'inscrivent dans un paysage où la nature est à la fois redoutée et honorée. L'Etna, capable de détruire des villages entiers, est aussi des lieux où le merveilleux peut surgir, une montagne où se croisent les cris des géants enfouis et les danses légères des esprits de la nuit. Dans les mythes nordiques, les entrailles brûlantes de l'Islande étaient perçues comme des portes vers un monde souterrain. La Voluspa, un des poèmes de Leda, annonce qu'à la fin des temps, le monde sombrera dans les flammes. Le soleil s'assombrit, la terre s'enfonce dans la mer, les étoiles disparaissent du ciel, la fumée s'élève, nourrie par le feu, et la chaleur dévore le ciel lui-même. Pour les Scandinaves, ces visions n'étaient pas abstraites, elles prenaient vie dans les paysages volcaniques. Le feu jaillissant des entrailles de la terre était compris comme le souffle de Surtre, le géant de feu, gardien du royaume ardent de Muspel. Et certains récits disent que ceux qui entraient trop profondément dans Surte et Lyre, c'est un tunnel de lave qui est en fait la plus grande grotte d'Islande, entendaient des voix, des murmures ou disparaissaient dans l'obscurité. La grotte est considérée comme le repère de Surtre lui-même, avec des âmes en peine comme gardiens invisibles. Et vous allez voir que parfois, ces sensations de peur et de présence ne viennent pas de créatures invisibles, mais de quelque chose de bien plus sournois. En Indonésie, les volcans sont perçus comme des lieux sacrés, parfois comme les trônes des dieux ou la demeure des ancêtres. Avec plus de 130 volcans actifs, l'archipel vit depuis toujours au rythme de leurs grondements et de leur colère. Le mont Merapi, par exemple, à Java, est considéré comme la demeure des rois défunts. On dit que son royaume invisible s'étend sous la montagne, en miroir du palais du sultan de Yogyakarta, et chaque année, des offrandes y sont apportées pour apaiser la montagne et éviter une éruption trop violente. On considère que la montagne abrite des esprits puissants et il y a même un gardien spirituel qui est chargé d'entretenir la relation entre les habitants et le volcan. Alors ça peut sembler étrange pour nous, mais pensez aux histoires où un gardien protège un passage ou une force sacrée. Un peu comme un maître Jedi qui veille sur l'équilibre de la force, ou comme ces keepers que l'on retrouve dans les films fantastiques. Et ici, ce rôle existe vraiment, un homme dont la mission est d'apaiser l'esprit du volcan et de maintenir les liens entre les vivants et la montagne. L'étrange ne s'arrête pas là, puisqu'après l'éruption du Merapi en 2010, les survivants n'ont pas seulement parlé de coulées de lave ou de villages détruits, très vite, d'autres histoires ont circulé. Dans les camps de déplacés, on murmurait que des fantômes erraient encore sur les pentes noircies. Un article intitulé « Ghost Stories Around the 2010 Eruption of Mount Merapi » rapporte ces témoignages. Certains évoquent des silhouettes qui apparaissent la nuit, marchant au milieu des décombres, comme si elles cherchaient encore leur maison disparue. D'autres disaient avoir entendu des voix, des chuchotements dans le vent chargé de cendres autour des ruines calcinées.
Des présences silencieuses, incapables de quitter la montagne, comme si l'éruption n'avait pas seulement englouti des villages, mais aussi retenu les âmes de ceux qui n'avaient pas survécu. Et c'est peut-être pas si étrange que cela, car un scientifique du XXe siècle a vécu exactement ce genre d'expérience, et sa découverte est vraiment stupéfiante. Depuis toujours, les hommes ont interprété ces manifestations comme la voix de la planète, celle des dieux, des géants ou des ancêtres. Mais au XXe siècle, tout change. Ce ne sont plus les mythes qui descendent dans les entrailles de la Terre, c'est la science. Et pourtant, les mêmes peurs ressurgissent. Car lorsqu'on va creuser plus profond que jamais, en Russie par exemple, au Kola Super Deep Borehole, on dit qu'on y a entendu des cris. En 1970, en pleine guerre froide, l'Union soviétique lance un projet hors du commun. Son but, forer plus profondément que jamais dans la péninsule de Kola, au nord de la Russie. L'objectif officiel est scientifique, atteindre la limite entre la croûte terrestre et le manteau, ce que l'on appelle la discontinuité de Mohorovichi. Année après année, les foreuses descendent toujours plus bas, et en 1980, elles atteignent une profondeur incroyable, 12 262 mètres. Aujourd'hui encore, c'est le trou le plus profond jamais creusé par l'homme. Ce forage devait permettre de mieux comprendre la tectonique, de collecter des échantillons uniques et d'étudier la composition de notre planète, là où aucun œil humain n'avait jamais pu se poser. Et les résultats de ce forage réservent des surprises. Au fond, les températures sont beaucoup plus élevées que prévu, près de 180 degrés, alors que les scientifiques en attendaient à peine plus de 100. Encore plus étonnant, ils découvrent que de l'eau piégée dans des roches à plusieurs kilomètres de profondeur est encore là et qu'elle peut donc être étudiée. Une découverte qui remet en question notre compréhension de la géologie profonde. Et puis dans ces couches vieilles de plusieurs milliards d'années, ils trouvent des fossiles microscopiques, des restes de micro-organismes qui datent de près de 2 milliards d'années. Autant de révélations qui font du forage de Kola une véritable frontière ouverte sur l'histoire intime de notre planète. Mais assez rapidement, l'histoire prend une tournure beaucoup plus sombre. Une rumeur se répand. Des chercheurs auraient descendu un micro dans le puits et enregistré les hurlements de millions d'âmes damnées. La presse sensationnaliste s'en empare, des chaînes évangéliques aux États-Unis relaient l'affaire, et très vite, dans le climat tendu de la guerre froide, le mythe s'installe. Certains affirment même que les scientifiques terrifiés auraient stoppé le forage de peur d'avoir libéré l'enfer. Et cette histoire, vous l'avez certainement entendue, comme moi, des dizaines de fois. Mais en creusant pour faire cet épisode, j'ai appris qu'en réalité, tout cela n'était qu'un canular. C'était une combinaison d'une mauvaise traduction d'un article soviétique et de bandes sonores truquées avec un mélange de cris humains suraigus. Alors oui, rationnellement, le mythe s'effondre. Mais le mal était fait, cette idée que quelque part, en creusant, l'homme peut effleurer les portes de l'enfer. Alors ça, c'est vraiment une peur très ancienne, celle d'avoir creusé trop profondément. Un peu comme dans Le Seigneur des Anneaux, quand les nains réveillent le Balrog dans les mines de la Moria. Dans l'imaginaire collectif, il y a toujours quelque chose d'enfoui qu'il ne faut pas déranger. Et si cette peur persistait, c'est pas seulement parce que l'histoire est bonne, c'est aussi parce que notre corps, parfois, entend des choses que nous ne comprenons pas. Car certains sons graves, imperceptibles à l'oreille humaine, peuvent provoquer peur, malaise, voire des visions. On les appelle les infrasons. On parle même de la fréquence de la peur autour de 18 Hz. Et vous allez voir que ces sons sont souvent associés à des lieux que l'on dit hantés. C'est ma partie préférée dans le script. En 1998, l'ingénieur Vic Tandy, dans un laboratoire de Coventry en Angleterre, en a fait l'expérience. Pendant plusieurs jours, ses collègues affirmaient voir une silhouette grise dans les couloirs, une forme fugitive, comme un fantôme. Tandy lui-même finit par avoir l'impression d'une présence derrière lui, au point de voir une figure spectrale dans sa vision périphérique. Et après enquête, il découvre que tout venait
d'un ventilateur défectueux. Ces vibrations produisaient un infrason à 18 Hz, exactement la fréquence qui résonne avec le globe oculaire humain. Résultat, des visions fantomatiques, un sentiment d'oppression, de malaise, comme si le lieu était hanté. Et cette histoire ne s'arrête pas là. Quelques années après sa propre expérience, Vic Tandy poursuit ses recherches avec un collègue qui s'appelle Tony Lawrence. Ils se rendent dans une cave médiévale du XIVe siècle, toujours à Coventry, en Angleterre. Car depuis des générations, ce lieu était réputé hanté. Des visiteurs parlaient d'une présence invisible, d'un malaise oppressant. Certains affirmaient même avoir vu des silhouettes fugitives glisser dans l'ombre. Les deux chercheurs installent alors des instruments de mesure et ce qu'ils découvrent est stupéfiant. Une fréquence d'infrason parfaitement stable autour de 18,9 Hz. Exactement la zone sensible pour l'œil humain et pour le corps, celle que Tandy avait identifiée comme la fréquence de la peur. Autrement dit, les sensations décrites dans cette cave, malaise, vision fantomatique, sentiment d'être observé, pourraient bien être provoquées par une simple vibration, inaudible à l'oreille, mais terriblement efficace pour perturber nos sens. Tandy et Lawrence publieront leur étude sous le titre évocateur « Something in the Cellar ». Et cette fois, ce n'était pas une légende urbaine, mais une observation scientifique. Les murs de cette cave médiévale résonnaient bel et bien d'un son fantôme. Du coup, certains chercheurs avancent que nombre de lieux hantés pourraient en réalité produire ces vibrations sonores naturelles, circulation d'air dans une grotte, machine en fonctionnement ou même mouvement souterrain. Le sujet est si fascinant qu'il a même inspiré la pop culture. Dans Doctor Who ou X-Files, on retrouve cette idée que des vibrations ou des fréquences inaudibles pourraient ouvrir la porte à d'autres dimensions ou faire apparaître des présences invisibles. Ce que l'on croit parfois être la voix des damnés, ce n'est peut-être qu'une onde fantôme inaudible, mais assez puissante pour résonner dans nos corps et provoquer des visions. Alors, quand la Terre est blessée, est-ce qu'elle émet ce cri profond, cette vibration de détresse qui nourrit depuis des siècles les légendes de gouffres infernaux, des cris dans les cratères, des hurlements au cœur des volcans, ou bien faut-il y voir autre chose? La trace d'une planète vivante qui nous parle et dont nous n'entendons finalement que les échos. Dans cet épisode, nous avons parcouru les grottes médiévales de l'Irlande où les pèlerins disent descendre au purgatoire de Saint-Patrick. Nous avons écouté les cris du puits d'enfer en Vendée, suivi les grondements de l'Etna et les murmures des volcans d'Islande et d'Indonésie. Et enfin, nous avons plongé dans le gouffre de Kola jusqu'aux infrasons qui sèment la peur et des spectres dans nos esprits. Alors, légende ou science, malédiction ou fréquence? La Terre crie, c'est une certitude, mais ce qu'elle essaie de nous dire reste un mystère. Voilà, c'était le 3e et dernier épisode de ma série La Terre en danger. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous soutenir. Si vous voyez le bouton like en train d'essayer d'aller faire de la spéléologie pour descendre dans les entrailles de la Terre, attrapez-le. Moi, je vais vous laisser ici et là, comme d'habitude, des playlists pour continuer d'enquêter avec moi sur les mystères de notre planète. D'ici à la prochaine, portez-vous bien. Et moi, je vous dis bye. J'avais un cheveu pendant toute la vidéo. Pardon.